Salut tout le monde, je m'appelle Brandon et je vais vous raconter une histoire qui m'a marqué à vie. Ça se passe dans le McDonald's près de chez moi, où j'avais l'habitude d'aller manger tous les jours. Un truc tout à fait banal au début, mais qui s'est transformé en cauchemar. Il y a quelques mois, je suis entré comme d'habitude pour commander quelque chose quand j'ai été servi par une nouvelle employée que je n'avais jamais vue. Elle s'appelait Mary, la quarantaine, cheveux bruns courts et légèrement en surpoids. Pendant que j'attendais ma commande, elle a essayé de faire la conversation, me posant des questions personnelles. Au début, ça ne me dérangeait pas, elle semblait gentille et il n'y avait rien de bizarre dans notre échange. Après m'avoir donné mon sandwich, je suis parti sans savoir que cette visite au McDonald's allait être ma plus grosse erreur. Les premiers jours après notre rencontre n'étaient pas très différents du premier, mais au fur et à mesure que les jours passaient, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange chez Mary. D'abord, c'était toujours elle qui prenait mes commandes, ce qui était inhabituel pour un McDonald's. Pour empirer les choses, les conversations qu'elle essayait d'avoir avec moi devenaient de plus en plus bizarres et me mettaient mal à l'aise. Elle disait des trucs chelous du genre que j'avais l'air si sexy et appétissant, et parfois elle me posait des questions qu'aucun employé n'aurait dû avoir envie de connaître. Tout dans le comportement de Mary était bizarre. Elle avait l'air d'avoir 10 ans de plus que moi, et ne ressemblait pas du tout à ce genre de personne, si vous voyez ce que je veux dire. Finalement, j'ai commencé à aller dans un autre McDonald's, loin de chez moi, décidant de ne pas signaler Mary, pour éviter qu'elle soit virée. Quelques semaines sont passées, et un jour je suis entré dans le nouveau McDonald's et j'ai vu Mary qui travaillait au comptoir. J'étais choqué et je m'attendais à ce qu'elle m'explique si elle remplaçait quelqu'un, mais au lieu de ça, Mary a fait comme si elle n'avait jamais quitté l'ancien McDonald's et n'a pas du tout abordé la situation. Elle a repris ses tentatives habituelles de petites conversations et ses remarques dérangeantes, mais j'ai simplement ignoré tout ce qu'elle disait. J'ai pris ma commande et je suis parti. J'ai décidé de ne plus aller au McDonald's pendant un moment, et je n'en mangeais que quand des amis commandaient dans leurs appartements. Je ne savais pas si Mary travaillait encore là-bas, mais je n'étais pas pressé de le découvrir. Un après-midi, en rentrant chez moi après avoir fait les courses, quelqu'un m'a soudainement bousculé de nulle part, et la plupart de mes courses sont tombées. Je me suis penché pour les ramasser, et la femme qui m'avait bousculé a commencé à s'excuser en m'aidant à ramasser les courses. Quand j'ai levé les yeux pour la remercier, j'ai été choqué de voir Mary debout devant moi. Je suis resté silencieux, mon esprit s'emballait. Cette femme me harcelait-elle ou était-ce juste une coïncidence? Après être resté là en silence, Mary a finalement dit « Bon, jeune homme, je suis pressé, alors désolé pour ça ». Et elle est partie en faisant comme si elle ne savait pas qui j'étais. J'ai encore une fois considéré ça comme une coïncidence, et je suis rentré chez moi. En arrivant chez moi, j'ai réalisé que mes clés de maison n'étaient pas sur moi, mais j'étais pressé et j'ai pensé que j'avais probablement oublié de les prendre. Alors j'ai rapidement pris ma clé de rechange sous le paillasson. J'ai déposé mes courses à l'intérieur et je suis parti rejoindre mes collègues. Mes collègues et moi avons passé quelques heures à boire et jouer à des jeux pendant notre jour de congé. Je suis parti et je suis rentré chez moi, mais en ouvrant ma porte, quelque chose me semblait différent. Cette sensation qu'on a quand quelqu'un d'autre a été dans notre maison était partout, mais j'étais saoul et tout ce que je voulais, c'était prendre une douche. Alors j'ai rapidement regardé autour de moi et je suis allé à la salle de bain. Plus tard dans la soirée, j'étais seul dans mon salon en train de regarder HBO quand mon téléphone a sonné. J'étais curieux de savoir qui pouvait m'appeler si tard dans la nuit. Alors j'ai répondu avec un simple « allô ». Il n'y avait pas de voix à l'autre bout, mais je pouvais entendre quelqu'un respirer lourdement pendant environ 1 minute avant. D'entendre finalement une voix chuchotée dire « monte à l'étage ». J'ai raccroché immédiatement en supposant que c'étaient des gamins qui faisaient une blague. Mais quelque chose me paraissait louche et malgré mes efforts, je n'arrivais pas à arrêter de penser à ça et à comment j'avais senti que quelqu'un était dans ma maison plus tôt dans la journée. Environ 3 minutes plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau et c'était le même numéro. Je l'ai simplement ignoré et j'ai essayé de me concentrer sur autre chose. C'est alors que j'ai entendu un bruit venant de l'étage. J'ai rapidement éteint la télé et j'ai décidé d'écouter plus attentivement pour m'assurer que je n'entendais pas des choses. Effectivement, j'ai entendu un bruit fort venant de l'étage suivi d'un autre et bientôt j'ai pu dire que c'était des pas et que quelqu'un était effectivement dans ma maison. J'ai rapidement attrapé mon téléphone et appelé la police avant de me diriger vers la cuisine et d'attraper un couteau. La maison était silencieuse pendant les minutes suivantes. Alors j'ai commencé à monter les escaliers lentement,
pour m'assurer qu'il y avait vraiment un intrus. Alors que je vérifiais chaque pièce l'une après l'autre, j'ai commencé à me calmer et à me demander si j'avais vraiment entendu quelque chose. Finalement, il ne restait qu'une pièce à vérifier, et quand j'ai ouvert la porte de la chambre d'amis, j'ai été rempli d'un sentiment de soulagement car tout ce que je pouvais voir était une pièce vide. Mais le sentiment de soulagement que je venais d'avoir a été rapidement surmonté par la peur quand, du coin de l'œil, j'ai pu voir une silhouette debout derrière la porte. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, la personne a sauté sur moi, faisant tomber le couteau de ma main et s'installant sur moi, en coinçant mes deux bras sous elle. À ce moment-là, tout ce que je pouvais ressentir, c'était la terreur alors que Mary me regardait droit dans les yeux avant de s'emparer du couteau que j'avais laissé tomber. Mary a lentement rapproché sa tête de moi et a commencé à me renifler, comme si elle respirait profondément. Ma peau a commencé à me démanger et j'ai commencé à lutter pour me libérer, mais qu'était inutile car Mary était beaucoup plus lourde que moi. Elle a finalement arrêté de me renifler et a dit « Oh, tu m'as tellement manqué, bébé, mais tu m'évites dernièrement. Tu avais l'air si appétissant aujourd'hui. Il fallait que je te voie et maintenant je dois prendre une petite bouchée. » Elle a souri et a continué. « Maintenant ça va faire un peu mal, mais je suis sûr que ça ne te dérange pas, chérie. » Mary a rapidement abaissé le couteau sur ma main, coupant net mon petit doigt. La douleur a traversé mon corps et je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un cri perçant. Le sang a commencé à couler partout, et Mary n'a pas pu retenir son rire, alors qu'elle jetait mon doigt dans sa bouche et le mâchait jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. À ce moment-là, j'avais commencé à fermer les yeux alors que je perdais lentement conscience à cause de la douleur. C'est alors que Mary a dit « Non bébé, ne fais pas ça, j'étais sur le point de goûter une dette partie les plus savoureuses. » Elle a ensuite tenu mes paupières ouvertes, alors qu'elle abaissait lentement le couteau vers mon œil. Avant que je puisse commencer à la supplier, des sirènes de police ont rempli l'air et j'ai été immédiatement rempli de soulagement. Mary s'est rapidement levée de moi et a pointé le couteau vers moi en disant « Non, comment ont-ils découvert bébé? Tu ne les as pas appelés, n'est-ce pas ?» Un regard à la femme en face de moi et je pouvais dire qu'elle était absolument folle. Elle a commencé à faire les 100 pas dans la pièce et était visiblement inquiète. Alors j'ai décidé qu'il valait mieux entrer dans son jeu que de faire des histoires, car je savais déjà jusqu'où elle était prête à aller. Je suis tellement... Désolé, je ne savais pas que c'était toi qui m'attendais. Alors je les ai appelés. Laisse-moi descendre là-bas et les renvoyer et je reviens tout de suite. Mary m'a regardé avec ce qui semblait être du soulagement et je pouvais dire qu'elle croyait vraiment ce que je venais de dire. Elle a répondu « D'accord chérie, dépêche-toi maintenant » et a abaissé le couteau et me laissant partir. J'ai dévalé les escaliers avec une seule chose en tête, m'éloigner le plus possible de Mary. En sortant de la maison, j'ai été accueilli par un groupe d'officiers. Ils ont demandé si quelqu'un d'autre était dans la maison, avant de faire irruption et de sortir avec Mary dans les minutes suivantes. Mary a été emmenée en larmes alors qu'elle me criait dessus pour l'avoir trahie et ne pas avoir tenu parole, confirmant à la police qu'elle était complètement folle. Ces derniers jours, j'ai été informé par les autorités que Mary était recherchée dans plusieurs États pour de multiples chefs d'accusation de viol, d'agression et de soupçons de cannibalisme. J'ai eu la chance d'être le seul de ces victimes à survivre à son épreuve. Cette rencontre me tient encore éveillé la nuit et je n'ai pas pu arrêter de penser à la première fois que j'ai rencontré Mary au McDonald's. J'espère que mon histoire vous a tous aidé à réaliser que nous ne savons vraiment rien sur les gens qui nous servent, nous et nos familles, au McDonald's. Dans mon cas, j'ai rencontré une tueuse en série folle qui se faisait passer pour une femme heureuse et insouciante, mais dans votre cas, ça pourrait bien être le diable qui vous tend votre Happy Meal avec un sourire sur le visage. Salut tout le monde, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé juste avant Noël. Noël, c'est normalement une des meilleures périodes de l'année. Les enfants sont heureux, il y a de la nourriture, des fêtes et des cadeaux. C'est vraiment ce moment où on peut laisser tous nos problèmes derrière nous et se concentrer sur le bonheur, même si c'est juste pour un jour ou deux. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée juste avant Noël, pendant ces jours où on se préparait pour les fêtes et où tout était dans la joie. Ni moi ni mes enfants ne nous attendions à ce que ces moments de bonheur soient interrompus parce qu'on avait rendez-vous avec l'inconnu. Quelque chose qu'on ne comprenait pas à l'époque et qu'on ne comprend toujours pas aujourd'hui nous harcelait. Et vous savez quoi? Ça continue encore. Si vous ne savez pas contre quoi vous vous battez, comment pouvez-vous le vaincre?
Tout a commencé un jour de neige. Pendant ces jours-là, on avait décidé de prendre de mini-vacances. Ethan était allé à la maison de campagne de mes parents. Ma femme hésitait à y aller puisqu'on avait beaucoup de travail à faire à notre retour, mais les enfants étaient en vacances scolaires et ils avaient insisté toute l'année pour y aller, alors on leur avait fait plaisir. C'était seulement quelques jours avant Noël. On avait déjà mis le sapin de Noël et décoré notre Maisonnenville, mais la cabane manquait encore d'esprit de Noël. On avait apporté quelques décorations pour embellir un peu la cabane, mais à ma surprise, mes parents nous avaient laissé quelque chose. Un Père Noël grandeur nature. Il ressemblait à un animatronique, mais il était très étrange. Il était trop maigre. Normalement, les Pères Noël ressemblent aux vrais pères. Noël, gros avec un énorme sourire, mais il y avait quelque chose de bizarre avec celui-ci. Son regard était terrifiant. Il ressemblait à un Père Noël sorti tout droit des cauchemars d'un enfant. J'étais sur le point de le ranger, mais mes enfants l'ont vu en même temps que moi, et pour une raison quelconque, ils l'ont aimé. Les enfants ont vraiment les goûts les plus bizarres. À part ça, la journée s'est déroulée normalement. On a passé la soirée à regarder des films et à manger quelque chose en famille. Les enfants semblaient très divertis, et ma femme et moi étions très heureux de ça. Rien ne nous avait préparé à ce qui allait se passer le lendemain. Après avoir passé la nuit à dormir confortablement, un cri a réveillé ma femme et moi en même temps. C'était le cri d'un de nos enfants. Dès qu'on s'est réveillés, on a tous les deux regardé par la fenêtre d'où venait le cri. Mes deux enfants étaient dehors, courant dans la neige, fuyant quelqu'un. Quand j'ai regardé un peu plus loin derrière, j'ai clairement vu leur agresseur. Non, ça ne pouvait pas être vrai. C'était l'animatronique du Père Noël que j'avais installé hier. Ça n'avait aucun sens. Alors que je le regardais courir dans la direction de mes enfants, je pouvais le voir marcher très naturellement. Ce n'était pas un animatronique ou quelque chose comme ça. Il bougeait comme un humain, mais il était si maigre. Qui pouvait rentrer dans ce costume? J'ai dit à ma femme d'appeler la police le plus vite possible pendant que j'allais chercher nos enfants Zettel protégés de leur agresseur. À ce moment-là, je me fichais de m'habiller ou de prendre une arme. Je devais y aller le plus vite possible. Dès que je suis sorti, je ne suis pas allé dans la direction de mes enfants, mais vers mon agresseur qui, pour une raison quelconque, ne courait pas mais marchait seulement dans la direction de mes enfants. Je ne sais pas ce que c'était, ou pourquoi ça attaquait mes enfants, mais je savais que je devais faire quelque chose pour l'arrêter. De toutes mes forces, je me suis jeté sur lui. Je pensais encore que tout ça devait avoir une explication. Peut-être que c'était une personne déguisée en Père Noël, oui, ça devait être ça. C'était la seule explication logique. Un peu confiant du mensonge que je me racontais, j'ai essayé de le faire tomber, mais c'est là que le désespoir et la désolation ont pris le contrôle de tout mon corps. Quand j'étais à seulement quelques centimètres de lui sur le point de le renverser, j'ai été envahi par un horrible sentiment de peur et de tristesse qui m'empêchait d'avancer. Vaincu et pleurant, je suis tombé au sol en me serrant la poitrine à cause de la douleur que je ressentais. Ce n'était pas la douleur d'une attaque physique, ce n'était pas la douleur d'une maladie, c'était la douleur qu'on ressent quand on est très nerveux ou triste. Le Père Noël m'a simplement ignoré et a continué à marcher dans la direction de mes enfants. Quoi que ce soit, il était conscient de ce qui m'arrivait, peut-être que d'une certaine manière il l'avait causé puisqu'il n'a pas bronché d'un millimètre face à mon attaque, sachant ce qui allait se passer. Après quelques secondes qui m'ont semblé des heures, j'ai rassemblé toutes mes forces pour me lever et le suivre. La douleur et la tristesse que je ressentais à ce moment-là étaient si grandes que même si elles sont estompées dès que le Père Noël est parti, elles me hantent encore. Pour moi, je serais resté au sol, entouré de glace, en pleurant, mais je ne pouvais pas me permettre ce luxe. Cet être était après mes enfants, et je ne les laisserais pas ressentir une seconde ce que j'avais ressenti à ce moment-là. Ou pire, je me suis levé et j'ai couru aussi vite que je pouvais dans la glace. Mes enfants et le Père Noël étaient déjà loin dans la forêt, mais le son de leurs cris me guidait sur le bon chemin. À chaque centimètre que je courais, je pouvais sentir cette horrible sensation reprendre le contrôle de mon corps. La douleur dans ma poitrine devenait de plus en plus grande. Je ne pouvais pas être loin. Les cris devenaient plus proches que jamais jusqu'à ce que, pleurant contre l'arbre, je trouve mes deux enfants devant eux. L'étrange silhouette marchait lentement dans leur direction. Dès que j'ai vu cette image, je me suis tourné vers le Père Noël. Vous penseriez que rien n'avait changé depuis la dernière fois que je l'avais fait et que j'avais fini sur la glace en pleurant, mais pour moi tout avait changé. Cette fois, je regardais l'être étrange sur le point d'attaquer mes enfants. Et à ce moment-là,
je me fichais de tout sauf de les protéger. J'ai ignoré la douleur, la peur, la tristesse, le froid. Tout ce que je pouvais voir, c'était cette chose qui s'approchait de mes enfants. Avec un cri de guerre, je me suis jeté dessus et je l'ai renversé sur la glace. Aveuglé par la rage, je ne me rendais pas compte de ce qui se passait vraiment. Je ne faisais que frapper un costume de Père Noël vide. Tout le sentiment de peur et de désespoir avait disparu au moment où j'avais pris contact avec eux. Maintenant, je ne faisais rien d'autre que frapper un objet inanimé, pendant que mes enfants pleuraient à côté de moi. Quand j'ai réalisé ça, je me suis mis de côté et je suis allé serrer mes enfants dans mes bras pendant que le Père Noël était détruit à côté de nous. Tout était fini. Une fois rentré, j'ai jeté toutes les parties de ce Père Noël à la poubelle et j'en ai mis un nouveau. Une fois rentré chez nous, je dois être honnête avec vous. Le nouveau Père Noël n'a pas duré plus de 2 jours. Peut-être que j'étais encore un peu paranoïaque, mais je pouvais jurer que de temps en temps, j'avais l'impression qu'il n'était pas dans la même position où je l'avais laissé, comme si sa tête ou ses membres bougeaient quand personne ne regardait. Je n'arrivais pas non plus à me débarrasser de cette sensation, ce sentiment de paranoïa que quand j'étais près de lui, j'étais constamment observé. De leur côté, mes enfants n'ont pas parlé de ça, mais je pouvais voir dans leurs yeux qu'ils étaient terrifiés. Au début, ma femme pensait que tout ce que je lui racontais c'était une blague, mais avec le temps, elle a commencé à nous croire, même si une partie d'elle pense que c'est une étrange paranoïa collective. Je ne peux pas la blâmer, et je ne peux pas vous blâmer si vous ne me croyez pas. Même dans mes cauchemars les plus fous, je n'aurais jamais pu penser que quelque chose comme ça pouvait arriver, mais je suppose qu'en tant qu'humain, il y a des choses qu'on ne peut jamais comprendre. Et vous savez quoi? C'est correct. Je ne veux pas comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Je veux juste que ça ne se reproduise plus. Je veux juste que ma famille soit en sécurité. Salut tout le monde. Travailler chez Burger King était un boulot comme un autre pour un mec comme moi. Souvent, les nuits étaient calmes avec seulement quelques clients qui venaient pour un dîner rapide avant la fermeture. Mais cette nuit particulière, l'histoire que je vais vous raconter était tout sauf ordinaire. J'étais seul pour le service de nuit comme d'habitude, et l'horloge affichait 22 heures quand tout a commencé. La nuit était froide et sombre, et la pluie tambourinait sur les fenêtres du restaurant, créant une atmosphère lugubre. J'avais fini de nettoyer les tables, et j'étais sur le point de fermer quand j'ai vu un homme solitaire debout dehors, sous la pluie battante. Il portait une veste noire et un chapeau qui cachait la moitié de son visage, mais quelque chose dans sa posture m'a donné des frissons dans le dos. Je ne pouvais quand même pas refuser l'entrée à un client, alors j'ai ouvert la porte pour lui. L'homme est entré sans dire un mot, me fixant juste de ses yeux froids et sombres. Il a commandé un hamburger et un soda, et j'ai préparé sa commande. L'atmosphère dans le restaurant était étrange, comme si le silence et la tension avaient pris le contrôle de l'endroit. Alors que je lui apportais sa nourriture, j'ai essayé de faire une conversation amicale, mais l'homme n'a pas répondu. Il m'a juste continué à me fixer. Quelque chose dans son regard me mettait mal à l'aise, mais j'ai décidé de ne pas y faire trop attention. L'homme s'est assis dans un coin du restaurant, seul, silencieux. J'ai continué mes tâches habituelles, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation d'être observé. Quelques minutes ont passé et j'ai remarqué que l'homme ne touchait pas à sa nourriture. Il était juste assis là à me regarder. Je me sentais mal à l'aise, comme si j'étais dans une scène de film d'horreur. Finalement, j'ai décidé de m'approcher de lui et de demander si tout allait bien. Je me suis approché de sa table et je lui ai parlé « Tout va bien, monsieur ?» L'homme a levé les yeux, mais au lieu de répondre, il a souri d'une manière dérangeante. C'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et ses dents ressemblaient à des couteaux aiguisés. À ce moment-là, j'ai su que quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas simplement laisser tomber. L'homme a finalement parlé, et sa voix était douce et effrayante. « J'aime votre restaurant. C'est un bon endroit pour être seul. » Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai juste hoché la tête et je me suis éloigné de sa table. Je suis retourné au comptoir en essayant d'ignorer la sensation de malaise qui m'envahissait. La nuit avançait, lentement, et l'homme était toujours assis dans son coin, ne touchant pas à sa nourriture. J'ai décidé d'appeler le manager pour lui dire ce qui se passait, mais l'appel a été mystérieusement coupé avant que je puisse dire un mot. J'avais l'impression d'être pris au piège dans un cauchemar silencieux. J'ai décidé de faire une pause et je me suis dirigé vers les toilettes. J'avais besoin d'un moment pour prendre mes esprits. Pendant que j'étais dans les toilettes, j'ai entendu des pas dehors. En sortant, j'ai vu l'homme en train de se promener dans le restaurant,
regardant tout comme s'il inspectait chaque recoin. Je ne savais pas quoi faire, mais je savais que je ne pouvais pas rester caché dans les toilettes pour toujours. Quand je suis retourné au comptoir, l'homme s'est approché et a finalement rompu son silence. « Vous avez un endroit intéressant ici. J'aime beaucoup ça. » Ces mots étaient dérangeants et son regard continuait à me percer. Je ne savais pas comment répondre, alors j'ai simplement dit « merci » en essayant de rester calme. L'horloge a sonné minuit et l'homme ne touchait toujours pas à sa nourriture. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne pouvais pas laisser ça continuer. Je lui ai demandé s'il avait besoin d'autre chose, s'il était satisfait de son dîner. « J'ai besoin que vous me montriez la cuisine. » Mon cœur a commencé à battre fort. Je n'étais pas autorisé à montrer la cuisine aux clients, et quelque chose dans sa façon de demander me rendait encore plus mal à l'aise. J'ai poliment expliqué que je ne pouvais pas faire ça, que c'était contre la politique du restaurant. Mais l'homme était imperturbable. Il s'est simplement levé de sa chaise et a commencé à marcher vers la cuisine. J'ai réagi aussi rapidement que possible, et j'ai commencé à appuyer sur le bouton de panique derrière le comptoir, mais je ne savais pas s'il fonctionnait. Le bouton n'a pas réagi et n'a fait aucun bruit. Qui sait, peut-être qu'il ne marchait pas depuis des mois, peut-être qu'il n'avait jamais marché. Terrifié, j'ai pris une très mauvaise décision. Poussé par la peur pure combinée à mon instinct de survie, j'ai couru après lui en essayant de l'arrêter. Je l'ai supplié de ne pas entrer, mais il n'écoutait pas. Quand il a atteint la cuisine, il s'est arrêté et a commencé à regarder autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. Je me sentais pris au piège entre mon devoir de protéger le restaurant et la peur qui m'étreignait. L'homme s'est dirigé vers un des hachoirs à viande qu'on avait dans la cuisine et l'a pris. À ce moment-là, je savais que je devais faire quelque chose. J'ai attrapé une poêle et je me suis préparé à me défendre, même s'il était clair que j'étais désavantagé. « Tu sais ce qu'est le silence, gamin ? Le silence peut être effrayant, pas vrai ?» L'homme a avancé vers moi, sa lame levée haut. Je me suis préparé à me défendre avec une poêle, mais qui était inutile. En riant, il a arraché la poêle de ma main comme si j'étais un enfant qui jouait avec quelque chose de dangereux. Comme un animal acculé, je suis tombé au sol en pleurant, acceptant mon sort, conscient que je ne pouvais rien faire pour me défendre contre cet homme. Rétrospectivement, j'aurais pu essayer de courir, j'aurais pu me jeter sur lui. N'importe quoi aurait été mieux que d'abandonner comme ça. Mais, vous savez, il est vraiment impossible d'agir logiquement dans cette situation. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'est qu'il y a quelques heures plus tôt, j'étais chez moi en train de m'habiller pour une journée de travail ennuyeuse, pensant à ce que j'allais manger en rentrant chez moi. Soudain, tout était fini maintenant. J'étais condamné à mort par un homme que je ne connaissais pas. Ses motifs étaient totalement inconnus. J'allais simplement être la victime d'un homme malade qui allait me tuer pour le plaisir. Comme s'il savait ce que je pensais et à quel point je me sentais vaincu, l'homme a laissé le couteau sur la table et a commencé à se frotter les mains sur mon cou, profitant de chaque seconde pendant laquelle je ne pouvais pas me défendre. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose d'encore plus terrible. Le couteau n'était que pour me faire plus peur, mais il n'avait jamais eu l'intention de l'utiliser. Je veux dire, il n'en avait pas besoin. Il voulait juste me torturer, faire durer ma mort le plus longtemps possible. Je pouvais voir sur son visage, et dans ses yeux malades et tordus, comment il allait profiter de ce qu'il était sur le point de me faire. Lentement, l'homme a mis ses mains sur mon cou. Je pouvais sentir les veines de ses mains devenir de plus en plus prononcées, tandis que très lentement, ses mains appliquaient une pression sur mon cou. Petit à petit, j'ai commencé à perdre mon souffle. La force dans ses mains devenait de plus en plus forte. Qu'est-ce qui arriverait en premier? Est-ce que je mourrais de suffocation? Est-ce que mon cou se briserait? Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ma famille, ma petite amie, mon animal de compagnie. Qu'est-ce qu'il faisait en ce moment? Pouvait-il imaginer que j'étais sur le point de mourir? Ma vision a commencé à devenir plus floue. Je m'évanouissais, mais soudain le son des sirènes de police est devenu audible dehors. L'homme s'est arrêté et a écouté un moment. La tension dans la cuisine s'est évaporée. Des lumières de police clignotaient dehors et on a entendu les officiers entrer dans le restaurant. L'officier s'est approché de l'homme et l'a arrêté. Apparemment, le bouton d'urgence avait fonctionné et avait alerté mon patron qui avait vu dans les caméras tout ce qui se passait. L'homme a été arrêté et sorti du restaurant menotté. Il n'a pas dit un mot alors qu'il était emmené. Mais son regard froid et son sourire dérangeant sont restés gravés dans ma mémoire. Après qu'il ait été emmené, le calme est revenu dans le restaurant. Mon manager est arrivé peu après, inquiet et soulagé à la fois.
Je lui ai expliqué ce qui s'était passé et il m'a remercié d'avoir pris des mesures pour protéger l'endroit. Il m'a assuré que l'homme ne causerait plus d'ennui, mais je n'étais plus intéressé. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans ce Burger King. Bien que l'homme ait été arrêté, je n'ai jamais su qui il était ou pourquoi il était venu au restaurant cette nuit-là. L'expérience m'a laissé avec un sentiment persistant de malaise et de peur. Le silence et le regard de l'homme psychopathe sont restés avec moi longtemps après qu'il ait été emmené. Cette nuit de terreur chez Burger King a été une expérience que je n'oublierai jamais. J'ai appris que parfois, le mal peut se cacher dans les endroits les plus inattendus et que le silence peut être plus terrifiant que n'importe quel cri. Depuis lors, je n'ai plus jamais regardé un hamburger de la même façon et je me suis toujours assuré que les portes de ma maison étaient verrouillées la nuit parce que je ne pouvais pas m'empêcher de penser que tôt ou tard, cet homme reviendrait chez moi pour finir ce qu'il avait commencé. L'atmosphère sinistre de cette nuit continue de me hanter, comme si l'ombre de cet homme était restée imprimée dans ma mémoire, me rappelant que dans ce monde qui ressemble parfois à un conte de Tim Burton, les monstres les plus terrifiants ne sont pas toujours ceux des films, mais ceux qui se cachent derrière un sourire trop large et des yeux qui ne cillent jamais. Salut tout le monde, je m'appelle Jacob Bénédicte et voici les détails de la façon dont mon équipe et moi avons découvert les secrets terrifiants de l'asile abandonné de Williamsburg. C'était le 15 juin 2014 et on était des enquêteurs paranormaux depuis environ 3 ans. En 3 ans de travail sur des affaires et de voir toutes sortes de choses, on était arrivé à la conclusion que malgré toutes les histoires qu'on nous racontait, ce n'étaient que des histoires et qu'il n'y avait vraiment pas de fantômes, de créatures ou de choses qui font du bruit la nuit. Dans ce cas particulier, on avait entendu parler pour la première fois en mars 2014 et on avait finalement décidé de faire le voyage à l'asile en juin. On est arrivé en ville tard ce jour-là et on n'a pas fait grand-chose à part s'installer à l'hôtel et faire un briefing sur l'affaire. On a été immédiatement frappé par les incohérences et le manque d'informations sur l'asile, ce qui distinguait cette affaire de tout ce qu'on avait rencontré dans le passé. Ça piquait notre curiosité et alimentait notre détermination à découvrir ses secrets. Le lendemain, on s'est dirigé en ville et on s'est séparés en 2 groupes. 3 de mes collègues sont allés à la bibliothèque pour essayer d'en savoir plus sur l'histoire de l'asile, pendant que Jessica, une autre de mes collègues, et moi, on a fait le tour de la ville en demandant aux habitants toute information qu'ils pourraient avoir. « Excusez-moi, madame, ça vous dérange si on vous pose quelques questions ?» J'ai dit en m'approchant d'une dame d'âge moyen dans la rue. Elle a répondu « Oui, bien sûr, mais je suis pressée et je n'ai pas beaucoup de temps. » « Ouais, pas de problème, ce sera rapide. Pouvez-vous nous donner des informations sur le vieil asile de votre ville ?» J'ai dit. L'expression de son visage a légèrement changé avant de répondre « Eh bien, je ne peux pas vous dire grand-chose s'il s'agit de cet asile. J'en sais autant que vous. » Sa réponse m'a choqué car j'avais supposé qu'un habitant aurait beaucoup plus d'informations que nous. Alors j'ai dit « Oh, je m'excuse. J'avais supposé que, puisque vous viviez ici, vous en sauriez beaucoup plus que ça. » Moi, eh bien, je peux voir comment vous penseriez ça, mais je suis désolé. Je ne sais pas grand-chose et je ne pense pas que quiconque à qui vous parlerez en saurait beaucoup non plus. Depuis que j'ai emménagé ici, j'ai compris que l'asile est quelque chose dont il faut rester loin. Elle a fait une pause pendant 1 minute avant de dire « Bien sûr, il y a encore des histoires et des idées, mais je vous dis ceci par bonne volonté. Rien de bon ne vient de cet asile. Il vaut mieux que vous le laissiez tranquille. » Malgré qu'elle dise qu'elle ne savait rien, quelque chose dans l'avertissement de cette dame me semblait réel. J'ai aussi remarqué qu'elle avait mentionné qu'elle avait emménagé ici. Alors, j'ai décidé de demander « Avant que vous partiez, savez-vous, s'il y a quelqu'un qui a grandi ici et qui pourrait savoir quelque chose qui pourrait nous aider ?» Elle avait l'air agacée, mais a répondu avec réticence « Beaucoup de gens ont grandi dans cette ville, mais la seule à qui je peux penser pour vous aider est Mary. Sa famille était impliquée d'une manière ou d'une autre avec l'asile, et elle n'habite pas si loin. » Après ça, la dame nous a gentiment donné les directions pour aller chez Mary, et en moins de 10 minutes, on était debout devant sa porte. La maison était extrêmement grande et silencieuse, mais elle était visiblement vieille, et je pouvais dire juste en la regardant qu'il n'y avait pas eu de réparation depuis d'années. On a frappé, et en environ 2 minutes, une dame âgée ouvre la porte légèrement. « Je peux vous aider ?» dit-elle en restant derrière la porte. « Oui, on cherche Mary. On voulait poser des questions sur l'asile abandonné, » j'ai répondu.
La femme est restée silencieuse pendant un moment avant de nous inviter à contre-cœur dans la maison. L'intérieur de la maison était aussi délabré que son extérieur, avec la peinture qui s'écaillait et s'esplanchait, me confirmant que la maison était extrêmement vieille. Mary nous a montré un canapé et nous a dit d'attendre ici pendant qu'elle allait chercher ce dont elle avait besoin. Elle est revenue quelques minutes plus tard, avec un dossier complètement couvert de poussière, et nous a dit que tout ce qu'il y avait à savoir sur l'asile abandonné était là-dedans. Après un moment de discussion, on a découvert que le grand-père de Mary était chef des opérations à l'asile pendant qu'il fonctionnait, et il est décédé peu après sa fermeture. Elle a expliqué que le dossier avait été constitué par un employé de l'asile, pendant une enquête qui a finalement abouti à la fermeture de l'asile. L'affaire avait été traitée discrètement, et la famille avait obtenu le dossier après la fermeture de l'asile pour éviter tout scandale ou fuite. Cependant, quand les enfants ont disparu, la police a demandé des informations au père de Mary, et encore une fois, le dossier a été utilisé discrètement, et le gouvernement a trouvé son contenu trop problématique et a étouffé l'affaire. Mary semblait émue en parlant de ça. Elle a continué à nous dire qu'elle avait découvert le contenu du dossier après la mort de son père et qu'elle avait été accablée par la culpabilité de garder tout ça caché. Je n'allais pas vous aider au début, mais vous semblez être de bonnes personnes. Je pense que vous ferez ce qu'il faut avec ce dossier et apporterez la lumière sur les activités de ce qui s'est passé dans cet asile. Mary semblait nous avoir confondus avec des journalistes ou quelque chose comme ça, alors j'ai répondu « Mary, il semble y avoir un peu de confusion ici. Bien qu'on trouve tout ce que vous nous avez dit intriguant, on n'est pas venus ici pour avoir le scoop là-dessus. On est ici parce que les gens croient que le bâtiment est hanté, et il y a divers mythes qui tournent autour de l'asile. On espérait que vous sauriez un peu sur son histoire. Heureusement, vous le saviez, mais on a encore besoin de visiter l'asile et découvrir ce qui se passe vraiment. Peut-être qu'il y a même une part de vérité derrière les mythes. » L'expression de Mary avait complètement changé maintenant, et elle avait l'air presque pâle en disant « Quoi que vous fassiez, ne visitez pas cet endroit. Prenez juste le dossier et révélez la vérité. » Elle a fait une pause avant d'attraper le bras de Jessica et de dire « Cet asile n'est pas un endroit pour des gens comme vous. Le diable y vit maintenant. Le diable et tous ses démons. » Jessica a rapidement retiré son bras et s'est levée avant de dire « Jacob, on devrait y aller. Je pense qu'Onen a assez. » Mary a commencé à regarder frénétiquement autour d'elle en disant « N'y allez pas, n'y allez pas !» Je me suis levé et j'ai remercié Mary avant de partir avec Jessica et de nous diriger vers l'asile. Je ne savais pas que ce serait la plus grosse erreur qu'on ait jamais faite. Je pense que c'était environ 1 heure plus tard et tout mon groupe était debout, aux portes de l'asile. On s'était retrouvés plus tôt pour discuter de ce qu'on avait tous découvert. Le groupe qui avait visité la bibliothèque n'avait pas trouvé grand-chose, mais ils avaient réussi à trouver les plans de l'asile. On leur a raconté notre discussion avec Mary et on a continué à regarder le contenu du dossier ensemble. Le dossier contenait toutes sortes de tests et d'expériences horribles qui avaient été faits sur le patient mentaux de l'asile. Ces expériences n'ont fait que conduire les patients à perdre lentement plus d'eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils soient finalement vides. Au fur et à mesure que le temps passait, les patients ont commencé à mourir et l'asile a décidé d'enterrer le cadavre sur ces terrains. Ce qui a vraiment commencé à inquiéter le docteur, cependant, c'est que les patients vivants qui avaient déjà perdu d'eux-mêmes ont soudainement commencé à avoir des conversations régulières avec leurs collègues morts. On les entendait rire hystériquement et appeler les noms des morts au milieu de la nuit. Il n'a pas fallu longtemps avant que les patients qui n'avaient pas été impliqués dans les expériences commencent à agir de la même manière. Et finalement, les docteurs, c'était comme si tous ceux dans l'asile commençaient lentement à se perdre jusqu'à ce qu'ils soient complètement vides et ne puissent plus fonctionner mentalement. Alors qu'on regardait le vieil asile de l'extérieur de ses portes, il devenait de plus en plus évident que rien de bon ne viendrait du fait de franchir ses portes. L'asile était un bâtiment de 3 étages et il couvrait environ 50 hectares de terrain. Le bâtiment semblait beaucoup plus vieux que la maison de Mary cependant, et son extérieur avait déjà commencé à se détériorer, ajoutant à son apparence déjà sinistre. Je continuais à regarder le bâtiment quand j'ai soudainement vu un homme qui nous regardait d'une fenêtre à l'étage. C'est alors que j'ai dit « Eh, qu'est-ce que c'est ?» en pointant vers la fenêtre. Tout le monde a immédiatement tourné son attention vers où je pointais, mais choquant, il n'y avait absolument personne là. « Ha ha ha, très drôle », a dit Mason, en supposant que je leur faisais une blague.
J'étais abasourdi et inquiet parce que j'aurais pu jurer avoir vu quelqu'un à la fenêtre. Tout le monde a pris ça pour une blague et a commencé à marcher dans l'asile. J'ai suivi derrière et j'ai essayé de me concentrer sur la tâche à accomplir, mais tout ce à quoi je pensais vraiment, c'était l'avertissement de Mary. Dès que je suis entré dans l'asile, j'ai immédiatement senti la température baisser, drastiquement. Le bâtiment était extrêmement froid, et bien que je puisse dire en le regardant que personne n'y avait été depuis des années, ça ne semblait pas du tout être le cas. En fait, j'avais l'impression d'avoir marché sur une scène de théâtre et d'avoir 1000 yeux qui regardaient. On a continué à marcher plus profondément dans l'asile, cherchant tout ce qui expliquerait les histoires paranormales qui entouraient le bâtiment. Les portes du sol étaient encore tachées de sang, et les chambres étaient remplies de chaises et de lits avec des sangles pour les patients. Le groupe était resté ensemble en explorant le bâtiment, quand soudain, je les ai suivis dans une pièce. Et j'étais seul. À ce moment-là, j'avais supposé qu'ils me faisaient une blague. « Les gars, très drôle, vous avez eu votre rire. Maintenant, continuons et sortons d'ici. » j'ai dit en m'attendant à une réponse. Au lieu de ça, j'ai été accueilli par un silence de mort et la température est devenue encore plus froide. J'étais complètement effrayé et seul dans la pièce quand quelqu'un est passé. J'ai immédiatement marché dehors pour suivre la personne, mais encore une fois, il n'y avait personne là. À ce moment-là, j'ai décidé qu'il valait mieux quitter l'asile et attendre dehors les autres. Je me suis tourné pour partir, mais j'ai été accueilli par la vue d'une jeune femme en robe de chambre et chair en décomposition debout devant moi. Mon cœur s'est arrêté à sa vue, et elle était si proche de moi que je pouvais sentir son souffle extrêmement froid sur mon visage. La dame n'avait qu'un œil intact, tandis que l'autre était mangé par 2 asticots et dégageait une odeur rance. Elle s'est lentement approchée et a commencé à ouvrir sa bouche. J'ai fermé les yeux et me suis préparé à tout ce qui allait arriver quand j'ai soudainement entendu un cri venant d'en haut. J'ai ouvert les yeux pour voir qu'elle était partie et j'ai immédiatement couru à l'étage pour voir ce qu'ils étaient passés. J'ai regardé partout à l'étage pendant environ 10 minutes avant de finalement trouver Jessica assise seule sur le sol, la tête dans les mains. Elle semblait marmonner des mots que je ne pouvais pas comprendre. Alors je me suis lentement approché d'elle et j'ai dit « Hey Jess, ça va? Je ne sais pas ce qui se passe, mais on doit partir tout de suite. Allez. » Jessica a lentement levé la tête et s'est tournée vers moi. Elle a répondu « Mais Jacob, on ne peut pas partir, on doit attendre les autres pour qu'on puisse tous partir ensemble. » Jessica avait ébouriffé ses cheveux d'une manière qui couvrait son visage, et la pièce était si sombre que je pouvais à peine distinguer quoi que ce soit. Mais une partie de moi était d'accord avec elle, alors je me suis assis à côté d'elle. Et on a attendu. On avait attendu presque 30 minutes dans l'obscurité et le silence froid, alors j'ai pensé que ce serait une meilleure idée d'aller chercher les autres à la place. « Et tu te souviens où tu as perdu les autres? Peut-être qu'on peut aller les trouver et partir, » j'ai demandé. Cependant, je n'ai pas eu de réponse de Jessica. Tout ce que j'ai eu, c'était un silence complet. J'ai supposé qu'elle était probablement juste stressée et qu'elle ne m'avait pas entendu, alors j'ai dit « Jess, on doit partir bientôt. » Cette fois, Jessica a répondu en levant encore une fois sa tête lentement pour me faire face en disant « Tu ne comprends pas? On ne peut pas partir. Tu dois rester avec nous maintenant, nous tous ensemble. » Alors qu'elle me faisait face, ses cheveux étaient hors de son visage. Et mon cœur s'est arrêté quand je suis arrivé à la réalisation horrifique que je n'avais pas trouvé où était avec Jessica du tout. La femme a commencé à ricaner lentement avant d'éclater de rire. Son rire ressemblait à des aiguilles perçant mes oreilles, et avant que je puisse réagir, la pièce était pleine d'autres patients aussi partiellement décomposés. Ils ont tous rejoint son rire et ont commencé à marcher vers moi. Leur puanteur remplissait la pièce et peu importe où je regardais, leur visage apparaissait, certains plus remplis d'asticots que d'autres. À ce moment-là, j'étais complètement perdu et je pouvais à peine entendre mes propres pensées. Mon corps a bientôt commencé à rejoindre leur rire. J'ai essayé vigoureusement de me battre et de rassembler mes pensées, mais tout ce que mon corps pouvait faire, c'était rire et rire et rire jusqu'à ce que je réalise que je m'étais perdu. « Monsieur, ça va ?» J'ai ouvert les yeux lentement en réponse à la voix que je venais d'entendre. Une partie de moi se demandait si j'étais encore dans l'asile, en train d'halluciner, mais en reprenant conscience, j'ai regardé autour de moi pour voir un tas de paramédics s'occuper de mon groupe et de moi. La police était aussi sur les lieux, questionnant Mary qui avait passé un appel pour les informer qu'on était de danger, après qu'on ait visité sa maison. Je suis resté conscient environ 2 minutes de plus avant de m'évanouir et de me réveiller 2 jours plus tard à l'hôpital d'État de l'Est de Virginie.
D'une manière ou d'une autre, j'avais retrouvé la conscience totale et j'étais conscient de mon environnement. Le reste d'entre eux, cependant, n'a pas eu cette chance. Ils semblaient tous être conscients mais n'étaient en aucun cas réactifs à ce qui se passait autour d'eux. La police m'a informé que Mary les avait appelés et, au moment où ils sont arrivés, j'avais été trouvé en train de rire hystériquement juste derrière la porte d'entrée de l'asile. Cela signifierait que je n'avais pas fait plus de 11 pas dans l'asile et que tout ce que j'avais vécu était une partie de la transe. Le reste de mon groupe, cependant, avait été trouvé beaucoup plus tard et était resté sans réaction. Ça fait 9 ans depuis mon expérience avec l'asile. Jessica et le reste de mon groupe ont été placés dans une autre asile. J'ai depuis abandonné l'exploration de tout ce qui est paranormal et je leur rends visite régulièrement pour me rappeler que ce que j'ai vécu était réel et pas juste un mauvais rêve. La thérapie aide, mais je vois encore les patients dans mes cauchemars et chaque jour, je souhaite avoir juste écouté l'avertissement de Mary. J'espère que mon expérience vous a tous convaincus que derrière chaque mythe, il y a une part de vérité et que seuls ceux qui sont suicidaires douteraient de l'existence du paranormal.